Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi en actualité internationale? On va s'intéresser à la crise ukrainienne, où il n'y a pas eu de rebondissement spectaculaire, non, il n'y a pas eu, mais évidemment, les tensions restent vives entre la Russie et les Occidentaux. Et donc, tout au long de la semaine dernière, même tout au long de ce week-end, on a assisté à un véritable ballet diplomatique entre le président français Emmanuel Macron, qui a fait le déplacement de Moscou et de Kiev, également son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz, qui lui aussi ce week-end était à Moscou et à Kiev, pour essayer d'apaiser les tensions, comme je le disais, à la suite d'un mouvement de troupes russes postées à la frontière avec l'Ukraine, notamment à la frontière proche de celle des régions de Donbass et de Donetsk, qui sont les deux régions qui sont en proie à une instabilité, c'est-à-dire qu'il y a des groupes séparatistes russes qui se battent depuis 2015 dans ces régions-là pour demander leur indépendance vis-à-vis du gouvernement central de Kiev. On le sait, ce sont des régions qui sont majoritairement russophones, c'est-à-dire majoritairement peuplées de population russe. Et donc, c'est aussi un secret de polichinelle que depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Russie offre un soutien aussi bien financier que technique, que militaire à ces séparatistes russes-là. Et ces derniers même appellent justement, si tu veux, un ralliement de ces régions-là à la Russie, comme ce fut le cas pour la Crimée en 2014. Et donc, derrière... Donc la Crimée a rallié la Russie, c'est déjà... Non, bon, en fait, la Crimée a été annexée par la Russie. Maintenant, le processus s'est fait de manière à montrer qu'en fait, il y a eu un ralliement. D'accord, mais dans le fond, la Russie a pris la Crimée parce que c'est une zone stratégique. Et comme elle n'arrivait pas à assurer un certain contrôle de la part du gouvernement, des différents gouvernements successifs ukrainiens, parce qu'il y avait une forme d'instabilité depuis le début des années 2000, à chaque fois, on assiste à des espèces d'alternance entre des gouvernements pro-russes et des gouvernements pro-occidentaux. Et donc, tout ça, la Russie a décidé d'y mettre un terme en, si tu veux, garantissant la sécurisation de cette zone qui est stratégique là, c'est-à-dire à savoir la base maritime de Sébastopol, qui est celle dans laquelle se trouve qui est la plus grande base de sous-marins nucléaires russes. Et c'est cette base-là qui lui permet d'avoir un accès à la mer Noire qui est une zone stratégique en matière de défense, en matière économique aussi, parce que c'est dans la mer Noire que la Russie tire une bonne partie de son gaz, le gaz qui est l'une des denrées qu'elle exporte le plus. Et donc, l'un des produits pétroliers qu'elle exporte le plus. Et donc, à la suite de cela, les populations du Donbass et du Donetsk veulent, elles aussi, être annexées à la Russie. Or, si tu veux, il y avait eu une espèce d'accord en 1994, lorsque la Russie avait reconnu l'indépendance de l'Ukraine. L'Ukraine était d'abord la zone où était stocké l'essentiel des les têtes nucléaires que possédait la Russie. Et donc, il y a eu un échange de bons procédés entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire que l'Ukraine cédait à la Russie la totalité des têtes nucléaires qu'elle possédait. En échange, la Russie reconnaissait l'inviolabilité et l'intangibilité de ses frontières. Or, il s'avère qu'en 2014, pour des raisons que la Russie estime être liées à la garantie de sa sécurité, notamment à la protection de sa base maritime de Sébastopol, elle avait donc décidé de violer en quelque sorte cet accord-là en annexant la Crimée. Et donc, depuis lors, d'un côté, les Occidentaux brandissent le spectre d'une invasion russe, notamment au niveau de l'est de l'Ukraine, pour s'emparer de ces deux régions-là, voire même aller jusqu'à Kiev pour faire tomber le gouvernement du président Volodymyr Zelensky, que l'on sait particulièrement pro-occidental. Mais comme je l'ai dit ici, en dépit de ce que l'on peut entendre dans beaucoup de journaux étrangers, et c'est la raison de mon intervention ce matin, c'est pour que les auditeurs comprennent qu'il ne peut pas y avoir de guerre entre la Russie et les Occidentaux. Pourquoi ? Parce que, militairement, les Occidentaux n'ont pas la capacité de s'opposer à la Russie.
les Occidentaux comptent sur un traité qu'on appelle le traité de l'Atlantique Nord, qui est géré par une organisation qu'on appelle l'OTAN. Et dans l'OTAN, il faut savoir que l'OTAN, en fait, c'est les États-Unis qui garantissent la sécurité des États membres de l'OTAN. Donc, qui dit guerre entre les Européens et les Russes veut dire guerre entre la Russie et les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle les alternants que vous voyez, les Français, les Anglais, les Allemands faire, ils le font en fait pour montrer aux yeux de leur opinion publique respective qu'il ne peut pas y avoir un risque de conflit en Europe sans qu'eux-mêmes ne s'impliquent pour trouver une solution en fait. Sans que l'Europe ne s'implique elle-même à trouver des voies de solution. C'est ça en fait. Mais dans la réalité, la négociation, Poutine ne négocie pas avec les Européens pour ce qui concerne des questions liées à sa sécurité. Il discute avec les Américains. Il discute avec les Américains sur la question ukrainienne. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine, particulièrement sous la présidence de Volodymyr Zelensky, veut justement adhérer à l'OTAN, comme d'autres anciens pays du bloc socialiste depuis la fin des années 90. On a la Lituanie, on a la Pologne, et on a l'Estonie. Même si l'Estonie frappe aux portes de l'OTAN, mais elle est déjà dans l'Union européenne. Et donc, pour la Russie, elle voit ça comme étant une menace, particulièrement les pays qui entrent dans l'OTAN, comme le cas de la Pologne, qui est déjà entrée dans l'OTAN. Et donc, pour lui, il considère que l'expansion de l'OTAN, notamment au niveau des régions des pays baltes, qui étaient pour l'essentiel des anciens pays satellites de l'URSS et sur lesquels la Russie entend toujours garder une certaine influence. Donc pour elle, c'est une question de sécurité. Et puis, ce sont des zones frontalières à son territoire. Donc, imaginez que ces pays-là, imaginez que la Lituanie, imaginez que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça veut donc dire que l'on va y installer des bases dans cette zone-là. Et quand on dit qu'on installe des bases de l'OTAN quelque part, en général, il ne faut pas rêver. Ce sont des bases américaines qu'on va installer là. Parce que les pays allemands, que tu prends l'Allemagne, que tu prennes la France, que tu prennes tous ces pays, ils n'ont pas la capacité de pouvoir se déployer sur l'ensemble du globe terrestre comme peut le faire les États-Unis. Donc, quand on entre dans l'OTAN et que l'on installe une base chez vous, en tant que pays membre de l'OTAN, en général, ce sont les Américains qui installent leur matériel. Donc, c'est ça. Et donc, pour la Russie, il est hors de question qu'à ses frontières, il y ait des bases américaines qui puissent s'installer. Pour eux, c'est une question de sécurité, une question de souveraineté. J'avais pris un parallèle ici en 1962 avec la crise des missiles. Il ne faut pas l'oublier. Dernièrement, j'ai vu Jean-Yves Le Drian dire dans une interview dans une chaîne française, fustiger le fait que la Russie veut empêcher à l'Ukraine d'exprimer sa liberté, sa souveraineté en choisissant d'adhérer librement à une organisation. Mais c'est exactement ce que Cuba avait fait en 1962 en étant un État souverain qui avait accepté que, pour des questions de sécurité, la Russie vienne installer des rampes de missiles sur son territoire. Et tout le monde se rappelle de cet épisode, enfin pour les jeunes générations, mais les historiens le savent, il y avait eu un blocus total imposé par le président Kennedy à Cuba. Et là, on avait même frôlé la Troisième Guerre mondiale, puisque le président Khrouchtchev, qui était à l'époque le président russe, avait dû donc reculer en retirant donc ces têtes de missiles. Parce que Kennedy avait expliqué que Cuba étant à peine à 150 km à vol d'oiseau de Miami, par exemple, qui est la ville la plus proche, il était hors de question qu'on puisse avoir des têtes de missiles qui soient situées à moins de 200 km de leurs frontières. Donc, pour une question de sécurité, c'était quelque chose d'inadmissible. Et c'est exactement dans le même état d'esprit que Vladimir Poutine se trouve en ce moment. C'est la raison pour laquelle il ne va pas fléchir. Les Occidentaux, eux, ils ont un seul argument, c'est-à-dire qu'ils veulent faire brandir la peur des sanctions économiques, en disant que, par exemple, le projet gazier... Est-ce que ça peut faire peur à Vladimir Poutine? Non, ça ne peut pas faire. C'est l'Allemagne qui a déjà les problèmes en ce moment parce que les réserves de gaz ont diminué. Voilà, et l'Allemagne se dit que si les réserves de gaz, si elle doit cesser de s'approvisionner avec la Russie, elle va peut-être essayer de voir comment ses alliés européens et notamment américains pourront l'aider à trouver d'autres voies d'approvisionnement. Mais ça pourra avoir un impact très important au niveau de son industrie, qui est très dépendante du gaz et du pétrole russe. Donc, les Occidentaux n'ont que l'argument des sanctions économiques, parce qu'on sait qu'en cas d'invasion militaire, les Américains, on le sait, n'interviendront pas. Pourquoi ?
Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que les Américains, l'opinion publique américaine, est pour le moment farouchement opposée encore à toute intervention militaire des États-Unis sur quelques endroits du globe. Parce qu'ils ont encore en mémoire le départ catastrophique des troupes américaines d'Afghanistan. Et ils se rappellent aussi des lourds tributs payés par les Américains après plus de 10 ans, avec plus près de 20 ans de présence en Afghanistan et en Irak. Pour quel bilan? Un bilan qui est quasiment nul. Donc les Américains, et avec tout ce que ça leur a coûté comme argent, donc les opinions que vous prenez les Américains, quelles que soient leurs obédiences politiques, ils sont contre une nouvelle intervention américaine. Par contre, ce que les Américains font, ils apportent de l'argent, on le sait. Le président Joe Biden a accordé une enveloppe de 400 millions de dollars à l'Ukraine pour justement se préparer à une éventuelle invasion russe. On le sait, du matériel militaire a été livré aux forces armées ukrainiennes pour faire face à une éventuelle invasion. Mais on le sait, militairement, l'Ukraine ne peut pas rivaliser à la puissance russe. Et c'est la raison pour laquelle les Occidentaux aussi, vous prenez la France est enlisée au Mali. La France ne peut pas intervenir militairement s'il y a une invasion en Ukraine. La même chose pour l'Allemagne, la même chose pour les autres pays membres de l'OTAN, y compris la Turquie. La Turquie aussi qui vient jouer un peu ses bons offices pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice en vue de la recherche d'une solution pacifique. Donc ces pays-là ne peuvent pas militairement s'engager aux côtés de l'Ukraine en cas de conflit armé face à la Russie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'un côté, ils mettent la pression sur la Russie en brandissant les sanctions économiques. Mais ces sanctions économiques, je le dis que si la Russie estime que sa sécurité ou la protection de sa souveraineté est menacée par le fait qu'il y ait des bases militaires américaines postées le long de sa frontière, pour ça, Vladimir Poutine aura le soutien de son opinion publique. Il sera prêt à tout pour empêcher cela, de la même manière que Kennedy était prêt à tout en 1962 pour empêcher que des missiles soient installés à Cuba. Et pourtant, le Cuba était déjà un État souverain, un État indépendant. Donc, il faut bien comprendre, c'est vrai que ces deux situations sont éloignées de plus de 50 ans, voire 60 ans, mais c'est vraiment la réalité. Vladimir Poutine, il est dans cette espèce d'obsession, d'abord de maintenir sa zone d'influence dans les pays baltes 1, donc en essayant de limiter au maximum l'adhésion de ces pays-là au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN, et puis deuxièmement, garantir aussi l'intangibilité, l'inviolabilité, la sécurité de ses frontières, notamment dans cette région de l'Ukraine où elle se sent particulièrement menacée. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Les forces françaises vont quitter le Mali. Elles vont quitter le Mali, mais elles ne vont pas quitter la région. Donc ça, c'est une chose. Elles quittent le Mali parce que, évidemment, le dialogue est totalement rompu entre les autorités françaises et maliennes, parce que, évidemment, les nouvelles autorités voient la présence française au Mali de plus en plus comme un problème et non une solution, puisqu'ils estiment qu'en plus de 10 ans de présence, la menace djihadiste n'a jamais été autant présente sur le territoire. Et en plus, elles estiment que l'agenda qui est proposé par la France pour un retour à un ordre constitutionnel normal n'est pas acceptable. Donc, pour eux, ils estiment que c'est à eux-mêmes de choisir. Je parle de la junte malienne, c'est à elle-même de choisir, si tu veux, son calendrier, la priorité de ses problèmes, et maintenant, et à tracer elle-même son propre chemin. Et dans ce cadre-là, c'est maintenant aux autres pays, la CEDEAO et la France, d'essayer de s'arrimer en lui apportant tout leur soutien possible pour justement permettre au Mali de sortir de l'ornière. Or, ils constatent que aussi bien la CEDEAO que la France ont un agenda qui est totalement à l'opposé de l'agenda malien. Pour les autorités maliennes, mettre en avant, si tu veux, l'ordre constitutionnel et l'ordre politique, ce n'est que mettre la charrue avant les bœufs, puisqu'on va toujours revenir dans les mêmes travers, à savoir le fait qu'on aura un gouvernement qui soit faible, qui ne soit pas capable de gérer les problèmes sécuritaires, notamment la menace djihadiste. Donc pour le gouvernement et pour le colonel Assimi Goïta, c'est un militaire, c'est normal, il estime que la priorité donc des autorités maliennes doit être de restaurer la sécurité, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien et ramener la paix. Donc c'est ça. Donc la sécurité à travers la lutte contre le djihadisme, restaurer l'autorité de l'État, donc ramener, si tu veux, la présence de l'État, notamment dans les zones frontalières avec le Niger et le Burkina Faso, et puis, en quelque sorte, ramener la paix, c'est-à-dire que
faire signer des accords de paix avec notamment les groupes séparatistes, notamment le mouvement de libération de l'Azawad et autres groupes qui étaient signataires des accords d'Alger. Oui. Donc tout ça là doit permettre, c'est ça en fait les 3 axes sur lesquels s'arrime le gouvernement malien. Donc pour eux, c'est ça la priorité, avant une éventuelle maintenant organisation d'élections politiques qui devrait permettre un retour à l'ordre constitutionnel. Et là donc ça c'est d'abord les objectifs. Les deux. La deuxième chose c'est si tu veux le calendrier. Oui. La CEDEAO, poussée par la France, il faut dire les choses telles qu'elles sont, souhaitait un retour à l'ordre constitutionnel à une durée de la transition à 1 an et demi. Donc, je crois le 17 février, il devrait y avoir des élections pour les autorités de transition maliennes. 1 an et demi, donc 18 mois, c'est très peu. Et donc, pour revenir à une situation plus ou moins normale, en tenant compte, eux, de leurs propres priorités, ils estiment qu'il faudrait entre 4 et 5 ans de transition. Donc, c'est là un peu où il y a cette différence. Et puis, évidemment, le ton est monté, puisque le Mali avait estimé que la France seule ne pouvant pas apporter la sécurité sur l'ensemble du territoire malien, il fallait donc multiplier les partenariats. Et c'est dans le cadre de cette multiplication de partenariats qu'elle a fait appel à la Russie. Et donc, la Russie apporte une assistance technique aux forces armées maliennes, notamment aux forces opérationnelles sur le terrain pour lutter contre les djihadistes et surtout aussi en matière de renseignement. Or, les Français estiment que ce ne sont pas les Russes qui sont là, enfin bref, que ce n'est pas l'armée russe, mais ce sont plutôt les mercenaires russes qui sont là. Ils parlent de la société Wagner, qu'ils présentent comme étant le bras armé de Vladimir Poutine un peu à travers le monde. Bon, bref. Les Russes disent que ce n'est pas Wagner, ce sont des militaires russes qui sont là-bas. Les autorités maliennes disent également la même chose. Les Occidentaux qui disent que c'est Wagner n'ont jamais apporté la moindre preuve de la présence, effectivement que ces militaires-là sont des militaires de Wagner. Ce ne sont que de pures supputations, l'absence de preuves, moi c'est ce que je dis. Et donc tout ça fait que le ton est monté. On a expulsé l'ambassadeur de France à Bamako, et il faut savoir que depuis déjà 2 ou 3 ans, le Mali n'a pas d'ambassadeur en France actuellement. Donc évidemment, on est déjà, dès lors qu'on commence à expulser l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on se rapproche vers la rupture des relations diplomatiques. Et en plus, il y a aussi une montée de ce sentiment anti-français de la part de l'opinion publique malienne qui soutient justement la junte au pouvoir et qui accuse la France d'être responsable de l'ensemble des maux, y compris de l'incapacité à pouvoir restaurer la paix et la sécurité dans le nord et au centre du Mali. Donc, en raison de tout cela, de toutes ces critiques-là, du fait que la junte malienne et le pouvoir et la France, enfin le gouvernement et l'Élysée ont quasiment rompu le dialogue, ils sont obligés de revoir leur dispositif, d'autant plus que la mise en place de l'opération Takuba, le Mali avait fait partir les troupes danoises parce qu'elle estimait que ces troupes danoises étaient arrivées sur le sol malien sans l'aval du Mali. Donc tout ça, ça a un peu fait tache d'encre pour les autorités françaises, parce qu'il faut bien comprendre que Takuba, c'était une espèce d'européanisation si tu veux, la lutte contre le djihadisme au Mali. Étant donné le coût exorbitant que ça représente pour le contribuable français, on parle d'environ 1 milliard d'euros par mois. Et donc, la France avait essayé, avec l'aide des partenaires européens, de mutualiser leurs efforts et donc, si tu veux, de diviser un peu, de partager un peu cette charge-là. Or, les autorités maliennes, surtout les autorités actuelles, entendent maintenir, si tu veux, un contrôle sur qui entre et qui fait quoi sur son territoire. Elles ne veulent plus de cette espèce d'opacité qu'elles ont jugée, notamment durant l'opération Serval, où les forces armées maliennes n'avaient interdiction d'accéder à certaines zones, les avions maliens n'avaient pas le droit de survoler certaines zones, pour aller dans certaines parties du territoire malien, il fallait que les Maliens demandent l'autorisation aux Français. Donc tout ça, et ça ce sont les autorités maliennes qui le disent, en tête desquelles le Premier ministre Choguel Maïga. Donc tout ça, ils ne veulent plus de cette situation. Et donc
tout ça a fait qu'aujourd'hui, la France est obligée de quitter le Mali parce qu'elle ne s'y sent plus la bienvenue. Cependant, elle ne peut pas quitter la région parce qu'elle a des relations extrêmement fortes toujours avec d'autres pays, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, pour ne pas citer les autres pays membres du G5 Sahel. Mais avec ce départ du Mali, avec certainement ce retrait du Mali de la force G5 Sahel, c'est encore une autre épine dans le pied de la France dans sa volonté de lutter contre le djihadisme dans cette région-là. Et je crains qu'on assiste là au début d'un échec déclaré. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On reste connecté. Urban FM 104.5.